Mais en fait, ce qu'il s'imagine, c'est qu'un photographe, il passe son temps à photographier, alors que, en fait, c'est 20% de son temps. Le reste du temps, il entreprend, c'est un entrepreneur, et il a une boîte à faire tourner au final. Donc, ça, c'est quelque chose. Si t'aimes faire la photographie, mais que t'aimes pas faire l'entrepreneur, fais de la photo, mais pour toi. Parce que sinon, la boîte, elle tournera pas. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Florent Talarico, photographe de studio et auteur du livre Réserviste. Avec lui, nous parlerons de comment auto-éditer un livre photo et comment vivre de la photographie de studio. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Florent et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florent, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Salut. Et bien sûr, alors moi, c'est Florent Talarico. Je suis photographe depuis 2016, officiellement, ouais. Même pas, non, pardon, je dis des bêtises, 2014, officiellement. Et donc, j'étais portraitiste et j'ai fait un petit peu un break dans l'activité pour faire mon projet de livre et pour me consacrer à des projets un peu plus personnels. Puis d'ailleurs, je relance mon activité de portrait en ce moment. Voilà, grosso modo, quoi. Ouais, tu fais du portrait en studio, j'ai vu sur ton site, sur tes réseaux, tu communiques pas mal dessus, tu es basé à Nice, c'est ça ? Avant, j'étais basé à Nice, ouais, effectivement. Et là, j'ai fait une interruption de 2 ans. J'avais besoin de me recentrer un petit peu sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et là, je relance l'activité. Mais là, le studio s'est déplacé. Il est sur Valoris-Main. Donc, c'est au-dessus de Cannes, pour ceux qui ne connaissent pas la région. Euh, je t'ai proposé de passer dans le podcast pour parler de ton expérience d'auto-édition. Tu fais partie finalement des rares photographes, faut le souligner, qui vont au bout d'un projet de livre d'auto-édition, de livre photo. Il y a beaucoup de livres photos qui sortent, hein, on en a parlé avec d'autres invités sur le podcast, mais souvent ça reste un rêve, ça reste une idée qu'on met un peu au placard, et toi tu es allé au bout, et tu es même allé carrément au bout parce que tu as eu un prix pour ce bouquin, tu t'es bien battu sur la com. Il continue de se diffuser. On en diffuse nous chez Défense-Zone, et c'est aussi un peu le but caché derrière ce podcast, c'est-à-dire relancer un petit peu la com aussi derrière pour en vendre, hein, faut dire ce qui est aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi tu t'es lancé dans ce projet, et on va voir ensemble un peu dans ce podcast quels ont été les enseignements que tu en tires à titre personnel et professionnel de ce bouquin. Ouais, bien sûr. Alors, comment je suis tombé dans ce projet un peu par hasard, finalement, parce que j'avais une seconde vie, j'étais réserviste. J'ai servi pendant 8 ans au 21e régiment d'infanterie de marine. J'ai fini sous-officier avec une fonction de sous-officier adjoint. Donc c'était très très cool comme expérience. Et en fait, j'avais quand même régulièrement, j'avais mon appareil photo sur moi. Et finalement, mon commandant d'unité m'a régulièrement me demandé de faire quelques photos pour la cellule com du régiment. Et ça a un petit peu commencé comme ça. J'ai fait un peu des photos sans prétention, juste pour la cellule com. Donc, j'ai pas vraiment travaillé. Donc, ces photos-là, elles se retrouvent pas dans le livre, évidemment. Euh, et donc, j'ai fait un peu de... En fait, c'est venu comme ça. Et à force de voir des photos, je me suis dit, mais ouais, on voit des livres. Puis là, du coup, c'est un peu de ta faute, hein, finalement. On voit des livres sur les parachutistes, on voit des livres sur les commandos montagne, on voit des livres sur tout un tas de choses. Et finalement, la réserve opérationnelle, on n'en parle pas, on les voit pas, alors que tout le monde les connaît, tout le monde les voit, mais sans le savoir au final. Et même au sein des unités d'actifs, ils ont du mal un petit peu à savoir ce qu'on fait. Et ça, c'est essentiellement à cause de nos emplois du temps. On est là les week-ends quand eux, ils sont en perm, donc forcément, ils ne nous voient pas énormément. Ils nous voient les vendredis, et puis ils se disent tiens, des civils qui se déguisent en militaire. Ouais, sauf que on travaille. Et on est apte à faire les mêmes missions sur le territoire national qu'eux. Euh...
À toute raison gardée, hein, évidemment, on se compare pas aux militaires d'active. Hein. Enfin, pour ma part, en tout cas. Après, ceux qui font ça, c'est leur problème. Mais bon, bref. Et au final, avec toutes ces images-là, je me suis dit, bah tiens, on va pouvoir faire quelque chose. Et j'ai commencé un petit peu à regarder et je me suis dit, bah, je vais me rapprocher de l'officier communication du régiment pour voir si c'est un projet qui pourrait les intéresser. Et bah, dès qu'ils m'ont dit OK, moi j'ai commencé à faire des photographies de manière vraiment dans l'optique de faire un portage finalement sur la réserve. Et initialement, j'avais pas l'idée de faire un bouquin ou autre. J'avais juste l'idée de faire des photos et puis peut-être de communiquer dessus, que le régiment communique dessus pour mettre en valeur finalement tous ces gens qui ont une double vie. Donc ils sacrifient toutes leurs vacances, tout leur temps libre pour servir la nation. Ce que je trouvais assez admirable. Hein. Et je dis pas ça parce que je le faisais, évidemment. Je parle plus des autres. Parce que moi, j'étais à mon compte, donc ça me demandait pas spécialement de sacrifice, je faisais un peu ce que je voulais, quoi. Mais ouais, ceux qui vraiment doivent prendre des congés pour partir en mission sentinelle ou faire ce genre de choses, bah, c'est des congés qui passent pas avec leurs femmes ou leurs enfants, ou pour les femmes avec leur mari, quoi. Donc c'est vraiment un sacrifice. Et je voulais les mettre en valeur, les mettre un petit peu en lumière pour rendre hommage finalement, comme je dis dans ma préface, à leur volonté de servir. Et bah, à force de photographier, d'avoir plein de photos, j'ai pu discerner des thèmes. Il y avait des formations, il y avait de l'aguerrissement, il y avait de l'instruction. Une fois que les formations étaient terminées, on poursuit l'instruction, parce que la particularité de la réserve, c'est que c'est des formations initiales qui sont très courtes, et même les formations de spécialisation, ça reste très court, pour que ça puisse correspondre aux emplois du temps civil, finalement, de tout le monde. Parce qu'évidemment, quelqu'un ne va pas pouvoir se libérer 6 mois pour faire ses classes, quoi. L'employeur va pas être très chaud, quoi. Ou alors, il sera au chômage juste après, donc c'est pas non plus le but. Et donc les instructions, elles se poursuivent régulièrement. On apprend tout le temps finalement à la réserve. Et donc j'ai différents thèmes qui sont apparus. Et je me suis dit, bah, j'ai plus d'une centaine de photos. Bah, je pense que j'ai de quoi faire un livre finalement. Et puis bah, c'est un projet qui a été accepté par le régiment. Ça a été accepté par les MACOM, tout ça. Tout le processus finalement de validation de l'institution avec les images. Et après, j'ai travaillé en collaboration avec le régiment pour que eux ils soient OK avec tout ce qui soit publié dans le livre. Parce que l'idée, c'est de raconter les choses sans mettre le voile sur certaines, mais il y a des choses sensibles qu'on peut pas non plus montrer. Tu connais l'histoire, hein, photographe sur les paras, mais il y a des choses on peut pas spécialement les montrer. C'est pas qu'on ne veut pas les montrer, c'est juste que c'est sensible, comme le matériel, ce genre de choses. Et donc pour pas qu'il y ait de problème là-dessus, même pour la sécurité des personnels, hein, finalement. Donc vraiment, il y a eu un travail de collaboration avec le régiment. Et c'est un peu comme ça finalement que le projet de livre a abouti. C'est vraiment un pur accident. Un de mes commandants d'unité, tiens, Talarico, est-ce que tu peux faire des photos? J'en ai besoin. Et voilà, grosso modo, quoi. Enfin, ça fait quand même. Super. Et après, quand tu t'es dit, ok, il y a de quoi faire un bouquin, je savais pas que tu avais vu le livre Para à ce moment-là, c'est marrant. Ouais, si, je l'avais vu avant. Hein. Excellent. Et comment comment tu t'es dit, ok, parce que c'est vrai que quand on ne sait pas forcément comment fonctionne l'édition, toi, tu n'avais pas d'expérience Non. d'édition avant. Comment tu as fait? Tu t'es formé? Tu t'as demandé des conseils à des gens? Comment ça s'est passé? Alors, ouah, c'est vieux. Comment j'ai fait? Alors non, j'ai pas spécialement demandé conseil à des gens. Par contre, ouais, j'ai cherché un peu sur Internet comment ça se passait, comment auto-éditer un livre. Alors, je suis tombé sur la checklist. Alors là, tu me vois, je suis en train de regarder c'est Joël Verbruch. Ouais, de Joël, exact. Qui fait partie du collectif DR d'ailleurs. Petit clin d'œil à Voilà. elle.
qui a fait la checklist d'éditer mon livre, je sais plus quoi là. Ouais, j'ai dit tout mon seul. Éditer mon livre tout seul. Et en fait, j'ai lu ça, en plus de toutes les infos que j'ai eues sur Internet. Et en fait, ce livre m'a beaucoup aidé parce que, bêtement, j'ai suivi le truc comme une recette sur toute la partie administrative, légale, pour pas avoir un problème comme souvent on voit, comme le bouquin que je t'ai montré juste avant, où toute la partie légale, il n'y a rien qui va, quoi. Mais bon. Ça n'empêche pas de le faire, mais voilà, j'avais envie de faire les choses bien, en plus en travaillant avec l'institution pour un livre que je voulais vendre. Je me suis dit, on va quand même faire les choses bien. Donc ouais, j'ai cherché sur Internet, on trouve quand même beaucoup d'informations. Surtout après, j'avais des connaissances, par exemple, j'ai édité un livre par InDesign. Ça, c'est des connaissances que j'avais déjà, parce que j'ai une licence en communication. Donc, j'avais utilisé le logiciel, donc je savais l'utiliser finalement. Donc ça m'a rendu service quand j'ai fait la mise en page, quand j'ai travaillé dessus, parce que c'était ça que j'avais pas à apprendre. Je suis allé un peu plus vite. Et non, après l'auto-édition, j'ai appris sur le tas en faisant, finalement. En faisant, je me suis dit, ok, on va faire la maquette, mais bon, pour faire la maquette, il faut ceci, il faut cela. L'imprimeur Scourbac m'a beaucoup apporté aussi, Olivier. Je suis tombé dessus, je ne sais plus comment, en cherchant un imprimeur pour les livres auto-édités. Et ouais, je suis tombé dessus, et puis le feeling est bien placé avec Olivier, et il m'a beaucoup aidé sur pas sur l'aspect légal, du coup, mais sur sur toute la mise en page, le process finalement de faire un livre, quoi. Moi, je suis arrivé là-dedans. Voilà, je suis photographe, je veux faire un bouquin, t'en as déjà fait? Non, tu sais faire? Non. Bon, commence par ça. Ok, voilà. Et donc, ouais, en autodidacte, finalement, j'ai fait mon livre tout seul, en ne connaissant rien, et comme quoi tout est possible. Hein. Voilà. Mais après, en termes de communication, c'était là le plus compliqué. Est-ce qu'il faut... Bon, c'est là où j'ai beaucoup axé sur mes camarades réservistes, hein, finalement. C'est grâce à eux que le livre existe, parce que c'est eux qui ont financé l'impression du livre, avec le système de souscription, tu vois de quoi je parle. Donc, je les remercie d'ailleurs, même dans le livre, je les remercie, parce qu'ils sont tous super. T'es passé par une plateforme comme Ulule, Kickstarter, des trucs comme ça ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai fait mon truc tout seul dans mon coin. Et c'est vrai que cette plateforme-là, je les connaissais pas spécialement avant. Et par exemple, là, si demain je refais un bouquin, ouais, je vais aussi le mettre là-dessus. Je vais utiliser une des plateformes là pour lever des fonds parce que c'est un outil qui est intéressant, quoi. Mais non, j'ai pas utilisé une plateforme de crowdfunding. J'ai voulu tout faire tout seul et ouais, j'ai pas eu cette idée-là. Clairement, c'est pas une idée qui m'est venue, c'est une idée qui m'est venue, mais plus tard. Je me suis dit, bon, plus tard, tant pis. Ça sera pour la prochaine fois, quoi. Mais c'est ça qui est assez magique avec l'auto-édition, c'est on a tous un peu le même profil dans le sens où on se lance un peu seul. C'est un truc de do it yourself, quoi. C'est un truc, t'as envie de mettre les mains dedans, t'as pas trop envie t'as envie d'aller vite, t'as envie d'être assez libre dans ce que tu fais, donc du coup tu vas naturellement pas trop écouter à droite à gauche, t'as le truc. Mais par contre tu fais des erreurs que après tu peux modifier, tu peux itérer, tu peux faire mieux. Et effectivement le financement, le livre para dont on parlait, on est passé par Ulule. Et tu vois, petit retour d'expérience sur ça, Ulule, ça a été sympa, ça a été bien parce que ça permettait de toucher un cercle qu'on n'aurait jamais touché autrement, tu vois, pour financer le truc. Mais par contre, ça a été un peu un frein au niveau de l'institution, parce que Ulule, ça fait pas militaire, quoi. Et tu vois, les mecs, les institutions, les régiments, ils avaient trop du mal avec ça. Juste l'URL, tu vois, ulule.com, ça faisait tellement chelou que si on avait fait un truc, tu vois, après coup, j'ai créé un site internet para.fr, pour te dire, l'URL était dispo, t'imagines, le nom de domaine para.fr est dispo, donc je l'ai acheté, pour que dalle, hein, pour quelques euros. Et là, j'ai fait un site, mais en fait, si on avait couplé les deux, je sais que j'aurais fait beaucoup plus de ventes, tu vois. Et c'est un truc, tu as toujours des idées après coup.
Et puis il faut se dire aussi une chose, il n'y a pas beaucoup de ressources en ligne disponibles. Il y a quelques formations ici et là, mais c'est pas très complet. Je vais pas faire de pub pour la mienne, ça sera too much, mais à force on apprend des trucs. Et tu l'as dit, Escourbiac est une grosse base de connaissances aussi parce qu'ils ont édité énormément de photographes et donc ils savent de quoi ils parlent et c'est des très bons conseils. Donc effectivement, on peut les remercier. On a tous les deux le même conseiller chez eux, Olivier, donc effectivement c'est cool. Euh, sur, J'aimerais revenir sur, avant de parler du bouquin, de certains choix artistiques que tu as fait et tout, qui sont vachement intéressants et je pense qu'ils intéresseront les gens qui nous écoutent. Revenons sur la partie conception du bouquin. C'est quoi les difficultés auxquelles tu as fait face pour que ce bouquin il voit le jour? L'editing. Clairement, l'editing, parce que on se dit, ok, on va faire un bouquin, on va essayer de raconter l'histoire de ces gens, et on a toute une masse de photos. Je crois qu'au final, j'en avais 400. Et les 400 sont pas dans le livre, hein, évidemment, hein, mais là, tu te dis, ouais, je commence par quoi, en fait? C'est par quoi je vais commencer? Donc, au départ, c'était, ok, je vais faire un truc... c'était devenu très scolaire. Voilà, là, il y a la formation initiale, on y fait ça. Là, on fait les périodes d'instruction, on y fait ça. Là, il y a les l'égacement, on y fait ça, machin. Ok. Mais en fait, ça racontait rien. C'est... Enfin, sur la narration, ça aurait pu raconter des choses. Mais la façon dont moi je l'avais fait, là, moi, ça me parlait pas. Pour moi, ça me convenait pas. Et en fait, je me suis dit... j'ai pris une décision. Je me suis dit, en fait, je vais garder évidemment ces thèmes-là. Parce que ces thèmes-là, ils amenaient, en fait, comment te dire, ils, ils venaient naturellement, finalement, dans la chronologie. Parce que ce que j'aurais pu faire, c'est de mettre toute la partie formation avant, donc tu aurais eu des images de 2018, de 2020 mélangées, ça aurait pu donner un résultat aussi intéressant, hein, ça, je dis pas. Mais c'est pas le parti que j'ai pris. Moi, j'ai pris le parti de partir du début. Et le hasard fait bien les choses. Les premières photos que j'ai faites, c'était une formation initiale. Donc, bon, on part du début, effectivement, et puis on finit aussi sur une formation de chef d'équipe. Et comme ça, la boucle était bouclée. Et j'ai suivi le parcours chronologique, finalement, pendant 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette unité-là pendant 2 ans? Et donc, en fait, c'est vraiment les suivre chronologiquement sur les différentes activités. Parce que d'ailleurs, il y a 2 compagnies, finalement, dans ce livre-là. Parce que le 21 avait créé une 7e compagnie. Donc, le nom est un petit peu amusant, quand même. Donc, pour l'anecdote, dans le bureau du capitaine de l'époque, il y avait les affiches des films de la 7e compagnie. C'était très, très drôle. Ils travaillent bien, hein. Ils sont pas là en train. Regardez, chef, je sais nager, vous nagez bien, chef. Non, non, ils bossent bien. On n'est pas du tout dans ce truc-là. Mais bon, ils ont joué. Du fait de la présence des affiches, c'était assez amusant. Et donc, je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire. Tu parlais d'editing. Ah, voilà, et l'editing. Et justement, le fait d'avoir fait ce choix-là de manière chronologique, je trouvais que ça racontait vraiment l'histoire de la compagnie, enfin des 2 compagnies sur 1 an, 2 ans. Et on pouvait vraiment partir du début d'une formation initiale et presque d'arriver sur une formation de chef d'équipe, comme si nous-mêmes, finalement, on était embarqués dedans et qu'on faisait notre formation, puis qu'on apprenait à faire des choses, qu'on allait dans le centre commando pour faire pour s'amuser dans la boue, hein, dans les barbelés, dans la boue. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est ça, il y a 400 images qui sont triées de manière chronologique. Ok, bon, on a un début, quoi. On a le début du travail. Maintenant, on a les 400 images, mais Olivier, il me dit, après, je parle avec l'imprimeur et je regarde au niveau du budget ce qui pourrait convenir, et du coup, avec le nombre de pages, parce que il faut une limite. Hein. Parce que on peut très bien faire un livre de 400 pages, hein, mais enfin bon,
il aurait coûté cher et à la vente, il aurait coûté très cher aussi. Et, et on est parti, avec Olivier, on était parti sur 10 cahiers de 160 pages et ce qui correspondait assez bien à ce que j'imaginais, à ce que j'avais en tête. Quand je vois le livre, c'est un peu comme ça que j'imaginais le livre. Donc c'était très bien et ça me fait un peu plus d'une centaine d'images dans le livre. Bon, maintenant il faut enlever quoi. Il faut enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui est répétition. Alors peut-être qu'il y a des choix d'editing que par exemple toi tu n'aurais pas fait. Peut-être qu'il y a des choix que je referais différemment maintenant. Mais moi j'aime bien un petit peu, une fois que la décision elle est prise, j'aime bien garder ce truc-là. Parce que finalement, ce choix-là, il a été fait en conscience à tel moment. Et ça reste intéressant, même si 2 ans après, peut-être j'aurais pu changer ces photos-là, les inverser, parce que l'autre, maintenant, je la trouve plus intéressante. Ok, mais en fait, c'est parce que moi, j'ai évolué dans mon travail, je vois d'autres choses. Et c'est comme ça n'a rien à voir, mais sur un autre travail que j'ai fait, il y a une photo, je la trouve un petit peu naïve, mais en fait, je la laisse volontairement, justement, parce que maintenant, je la trouve un peu naïve, mais elle faisait sens à ce moment-là, et c'est ça qui est important. Et justement, moi, le fait de voir ça, ça me montre qu'il y a du chemin qu'il y a une évolution qui se fait, qu'il y a un chemin qui est parcouru, et ça, c'est intéressant. Donc, l'editing, pour revenir à ça, l'editing, c'était le plus compliqué finalement, parce que le reste, la mise en page, sur InDesign, moi, ça allait. Je suis photographe, donc la préparation des images à l'impression, une fois qu'il m'a donné les niveaux de gris qui allaient bien pour l'impression, c'était pas spécialement ce qui avait été plus compliqué à faire, mais ouais, ce qui m'a posé de gros problèmes, c'est l'editing, quoi. Ouais, d'autant plus que toute cette partie maquette, graphisme, colorimétrie, tu peux le faire, tu peux le sous-traiter aussi à un expert. Nous, le livre Para, on a payé un graphiste pour faire la mise en page, pour pas se prendre la tête, même si moi je savais utiliser InDesign, mais c'était plus simple de faire bosser quelqu'un. Mais t'as raison, la bête noire que tu pourras jamais externaliser, c'est l'editing, parce que tout se joue là, c'est le storytelling de ton bouquin. Tu le dis, tu l'expliques très bien, le fait qu'il y ait des images qui vont être tu vas être sensible à ces images même si elles apportent pas une valeur ajoutée peut-être sur le storytelling pour quelqu'un qui connaît pas l'histoire, mais toi c'est important qu'elles soient dans ce bouquin, ou au contraire ça peut être important pour ton auditoire mais pas forcément pour toi, donc tu dois faire des petits arbitrages. On n'édite pas pareil pour un bouquin que pour un reportage de presse ou que pour un client corpo ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que c'est vachement intéressant. J'imagine que pour toi ça a été aussi très formateur ce moment à bosser dessus, hein. C'est cool. Et sur la partie logistique, après, tu parlais du choix du format, nombre de pages. T'as un papier aussi très grammé. J'encourage vraiment les gens je fais de la pub volontairement, à acheter le bouquin parce que vraiment il est top. Que vous aimiez ou pas l'armée, en fait, achetez-le parce qu'il est vraiment beau. C'est un bel objet et c'est vraiment cool d'avoir ça dans sa bibliothèque. Pourquoi t'es parti sur un papier comme ça, assez épais, euh, qui ressemble un peu à des tirages d'art Alors, c'est intéressant que tu soulignes ça, parce que moi, le livre, je le considère comme un accident de parcours, clairement. Alors, quand je dis ça, c'est assez amusant, puisque c'est un accident de parcours qui est quand même vachement bien. Je referai bien demain un accident de parcours comme ça. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est... j'ai le même propos, là, je raconte l'histoire, finalement, de ces réservistes-là, mais moi, je fais de la photographie pour raconter des histoires. Et j'essaye de raconter un petit peu ce que j'ai au fond de moi, dans ma pratique artistique, finalement, et je suis très attaché au tirage. Dans le sens où, pour moi, je considère qu'une photographie est terminée une fois qu'elle est sur du papier. Parce que sur l'écran, ok, on peut travailler sur écran. Je dis pas le contraire, hein. Ça peut être un parti pris. Ok, moi cette photo-là, par exemple, je veux la diffuser, mais même en pensant, je suis même pas sur visionner en fait l'écran. Je suis sur exposer une photo sur un écran directement. On accroche un écran en mur et puis on l'expose. Mais en fait, on l'a pensé pour être sur l'écran. Et finalement, moi, tout mon travail, je l'ai pensé
pour le coucher sur du papier finalement, parce que c'est en ce sens qu'on a un objet photographique qui est vivant et qui exprime quelque chose. C'est la finalité. Et pour moi, le tirage, il fait partie finalement de ma pratique. Même si c'est un tirage destiné à être visionné sur un écran. Là où je veux en venir, c'est que peu importe finalement le support, ça reste une volonté d'adapter la photographie qu'on a fait au support qu'on va utiliser. Donc finalement, peu importe le support, on peut très bien faire une impression sur une pierre, sur une feuille, peu importe. Mais il faut travailler l'image pour qu'elle atterrisse sur ce truc-là. Et ça on va s'y prendre d'une manière différente, si c'est un bouquin, si c'est un tirage, si c'est... Si littéralement, c'est un truc en plus à quoi je pense en ce moment, c'est littéralement, tu prends une télé, tu l'accroches au mur et puis tu mets la photo dessus. Et puis, voilà, c'est ça, l'exposition, c'est ça. D'accord. En fait, le gars, il a accroché des télés partout, quoi. Ouais. Bon, pourquoi pas. Mais là où je veux en venir, c'est que je voulais un papier qui me correspondait, qui faisait un rappel avec ma partie, avec ma pratique artistique. Moi, sur ma pratique artistique, j'imprime je fais tirer sur du papier en bambou. C'est un papier japonais en bambou. Et il est épais, il y a beaucoup de grains, il est très texturé et il a une couleur un petit peu chaude. Donc, savoir quel papier c'est, machin, les gens, ça va pas les intéresser. Mais je trouve que j'utilise ce papier parce que je photographie beaucoup de choses qui sont... il y a beaucoup de noir dans ce que je photographie et je trouvais que ce papier, il habillait les noirs. Bizarre ce que je dis. Mais en fait, il rendait les noirs vivants, il le texturait. Et je trouvais ça très intéressant. Et je voulais apporter un petit peu cette démarche artistique finalement sur le reportage. Parce que c'est ma façon de faire finalement. Et donc le choix du papier, ça s'est fait très simplement. Olivier, il m'a envoyé tout un colis, il m'a envoyé un colis, il y avait plein de bouquins dedans. Et il m'a dit, bah voilà, t'as un échantillon de papier, et comme ça, tu vois aussi les finitions qu'on propose, ce genre de trucs. Et finalement, c'est un camarade, un autre photographe qui s'est auto-édité. J'ai plus le nom. J'ai oublié son nom, malheureusement. En plus, là, je vois son livre, mais il a pas écrit. Il a écrit son nom pas sur la tranche. Donc je le vois, j'arrive même pas à lire du coup. Et ce papier-là, il correspondait à ce que je recherchais au niveau de la couleur, au niveau de la texture. Et j'avais envie de travailler avec ce papier-là, parce qu'il y avait vraiment différents papiers. Il y en avait même des un peu plus épais, des vraiment plus texturés. Et celui-là, je trouvais qu'il était assez intéressant. Visuellement, il donnait quelque chose d'intéressant. Et je trouvais que ça pouvait donner un objet, finalement. Un livre. Je voyais ça comme un livre d'art. Et moi, je suis assez exigeant dans tout ce que je fais. Et finalement, je trouve que c'est une suite logique d'avoir pris ce papier-là. C'est vrai que j'aurais pu prendre un papier un peu plus simple, ça m'aurait coûté moins cher, j'aurais pu vendre le livre un peu moins cher, mais on serait pas retombé sur... on n'aurait pas eu le même effet quand on a un livre dans les mains. Je sais pas si toi qui as un livre dans les mains, je pense que tu vois ce que je veux dire. Ah, carrément. Ça crée la singularité de l'objet, quoi. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'y pense pas forcément, mais un livre, c'est un... il y a Olivier dont on parle qui est passé dans le podcast qui en parle très bien, qui en parlera mieux que nous sur la question du fait qu'un objet, enfin le livre c'est un objet et que chaque objet doit être différent si tu veux y apporter une valeur supplémentaire. Et d'ailleurs le livre photo se vend plus cher que n'importe quel type de livre. Tu vas pas vendre un livre photo 15 euros ou 10 euros parce que déjà ça serait économiquement pas viable, même si tu le tires à des centaines de milliers d'exemplaires. Tu es obligé de vendre ça à plus de 25, 30, 40 euros parfois, voire beaucoup plus, quand tu t'appelles Salgado, limite c'est une insulte de ne pas vendre ton bouquin à moins de 100 balles. mais effectivement, tu as raison, le choix du papier c'est important, et c'est intéressant le parti pris, notamment avec le noir et blanc, et j'aimerais qu'on en parle, mais avant je vais te lire. Tu dis dans la préface, c'est vachement bien dit je trouve, je te cite, j'ai fait le choix de photographier en noir et blanc plutôt qu'en couleur, un noir et blanc qui fait écho à des temps révolus,
des temps où des photographes reporters n'utilisaient que le noir et blanc, des temps où les soldats combattaient pour défendre la population, des valeurs contre l'obscurantisme, là encore. L'utilisation du noir et blanc provoque un anachronisme. Ce qui est sur ces images se passe aujourd'hui mais aurait pu se passer avant, comme ça se passera encore après leur passage dans ces unités. C'est vachement bien, t'ajoutes du storytelling dans le bouquin avec le choix des photos, parce qu'effectivement l'armée, enfin surtout les réservistes, qui en plus quand on connaît un peu le délire, tu sais qu'ils utilisent du matos qui est parfois plus daté que les autres unités, les autres compagnies. C'est pas eux qui seront équipés en HK 416 en premier. Mais ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Mais ouais. De toute façon, la réserve, c'est sur la dernière roue du carrosse. Donc, on utilisait. Moi, j'ai fait. Quand je me souviens, je travaillais au départ. J'étais en formation initiale quand j'étais jeune marsouin. Donc, c'est comme ça. Les marsouins, en fait, c'est comme ça qu'on appelle les soldats en infanterie de marine. Et en fait, les radios, c'était des vieux machins et ça fonctionnait tellement bien qu'on était à 100 mètres pour faire l'exercice et on se voyait visuellement, mais on ne s'entendait pas dans les radios. Et c'est que les radios étaient tellement vieilles que c'était c'était fantastique, quoi. Mais bon, après, à côté de ça, on était à 5 bornes, ça marchait du feu de Dieu, hein. On ne comprenait pas, hein. Mais c'était du matériel finalement qui avait déjà une vingtaine d'années. Et après, on est passé sur le matériel qui est plus récent. Et là, bon, on va pas en parler, mais il y a vraiment aucun problème, quoi. C'était le jour et la nuit, hein. On est passé. D'ailleurs, on faisait une blague, c'est que donc finalement, on appelait ça, les radios à l'armée, on appelle ça un PR 5G, pardon, un PR 4G. Ça, c'est le dernier, la dernière génération. Nous, des fois, on disait, bon, on a pris notre PR 5G, en fait, c'est le téléphone, quoi. Ok, on a les radios, mais bon, ça marche pas trop bien, donc on a pris les téléphones, et des fois, on se contactait par téléphone. Ça allait plus vite, on perdait moins de temps à faire la manip, des fois à faire ça. Mais donc ouais, le matériel, c'est assez ubuesque, hein, quand même, hein. Ouais, et au-delà du matériel, c'est ce que tu soulignes aussi, c'est le fait que c'est intemporel dans le sens où une génération, les anciennes générations, les générations présentes et les générations futures fusionnent en fait en quelque sorte à travers le prisme de l'armée, parce que déjà le matos, mais aussi les procédures, tout l'environnement qu'il y a derrière, la psychologie, les valeurs qui sont comme le patriotisme, qui évoluent pas tant que ça au final avec la technologie et le temps. Et le fait de figer ça en noir et blanc, je trouve que c'est vachement intéressant. Et encore plus dans un objet qui est un livre, hein, parce qu'un livre, ça vit sa vie bien après notre mort. Et au final, est-ce que toi tu l'as pensé comme ça aussi, tu t'es dit, tu vois, Olivier nous parlait dans le podcast du fait que pour lui l'importance d'avoir un bouquin quand tu es photographe, c'est de figer dans le temps, encore plus qu'une simple photo, mais ton œuvre, ton travail pour que ça aille vers les générations futures, tu vois. Est-ce que toi tu l'as ressenti ça? Alors clairement, là j'ai 34 ans. J'ai fait à l'issue finalement comment te dire, à l'issue de ma période de réserve, j'ai fait un bilan de compétences parce que je me suis dit, j'ai fait quand même un certain nombre d'années de réserve. J'étais sous-officier, j'étais sous-officier adjoint. J'avais quand même, je me suis dit, j'ai peut-être développé des compétences qui sont intéressantes. Et donc, je me suis dit, je vais faire un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, on aborde la partie, finalement, des besoins. Et là où je me suis retrouvé, finalement, avec le livre, c'est que, finalement, on peut avoir un besoin d'éternité. Et en fait, moi, j'avais un petit peu ce besoin-là, ce besoin d'éternité. Donc, on dure pas éternellement. Mais en fait, moi, une fois que je suis mort, j'ai un bouquin. Et lui, sauf si tout le monde les brûle, il restera. Enfin, il faudra aller brûler celui qui est à la Bibliothèque nationale de France. Mais du coup, j'en ai un à la Bibliothèque nationale de France. Donc, lui, il me survivra. Quoi qu'il arrive, pour le moment, lui, il me survivra. Donc, en fait, finalement, c'est assez amusant parce que
bah, sans m'en apercevoir, j'ai rempli un petit peu ce besoin d'éternité qu'on peut avoir, de laisser quelque chose, une trace de son passage, bah, après, enfin ouais, une trace de nous une fois qu'on sera parti d'ici, quoi, finalement. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et est-ce que tu peux nous partager avec nous, parce que ça, encore une fois, c'est un truc que très peu de photographes ont la chance de ressentir dans leur vie, c'est ce moment où tu ouvres le carton, le premier carton avec les bouquins qui sortent de chez Escourbiac ou d'imprimeur et tu le feuillettes pour la première fois et tu vois qu'en fait tout s'est bien passé, c'est cool. Comment tu l'as ressenti ce moment-là? Ah, c'était quelque chose. Alors, comment je l'ai ressenti? Je l'ai certainement pas ressenti comme tu peux l'imaginer, parce que j'ai fait livrer tous mes livres chez moi. Et chez moi, le camion ne pouvait pas y aller, déjà. Donc, il a fallu que je m'arrange avec la mairie de ma commune pour utiliser le hangar des ateliers de la commune pour stocker les livres, le temps de faire tous les allers-retours. Donc, comment j'ai ressenti, c'est il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est lourd. Les cartons sont pas légers. Il y en a beaucoup. Et j'ai un copain qui est venu m'aider, heureusement. Et donc ma première impression, c'est ah, il y en a beaucoup quand même. On a un peu de boulot. Et une fois qu'on a tout amené, ouais, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carton, je l'ai ouvert et puis j'ai commencé à feuilleter. J'ai fait ah, c'est trop bien, quoi. C'est voilà, ah, ben j'ai pas travaillé pour rien, quoi. Voilà, ça c'est moi qui ai fait ça. Et, ouais, t'es assez fier quand même, hein. On va pas se mentir, on est assez fier quand même quand on sort un bouquin. En plus qu'on a, bah, je pense que si j'avais été édité dans la, comment te dire, dans le circuit classique, j'aurais été aussi fier. Mais là, c'est différent parce que j'ai vraiment tout fait à part imprimer, quoi. Euh, Donc on se dit, bon, bah, je suis capable quand même de faire ça. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Tu l'as imprimé à combien d'exemplaires ce livre? Alors, je l'ai imprimé à 1000 exemplaires. Et c'est là où on dit, bah, on travaille, on fait des erreurs, on apprend. Et le prochain, j'en ferai un petit peu moins quand même. Je pense que ouais, j'en ferai moins et je préférerais refaire une seconde édition plutôt que d'en faire tout de suite 1000. Euh, Ça faisait, enfin, pour un premier, c'est quand même beaucoup. Parce que en discutant avec tous les amis qui sont photographes et qui sont auto-édités, on a quand même un plafond de verre à 400 exemplaires et à partir duquel on a un petit peu de mal à aller au-dessus. Donc on va au-dessus, mais c'est très lent finalement. On arrive aux 400 assez facilement et une fois qu'on est aux 400, bah, bon, bah, c'est un peu poussif pour aller au-delà. Et donc, c'est pas un regret que j'ai, mais si je devais refaire l'expérience, je referais tout de la même manière, sauf que j'en ferais que 500. Et quitte à refaire une seconde édition par la suite, bah, parce que c'est que ça prend quand même sacrément de la place, cette histoire, hein. C'est pas une bande dessinée, quoi. Ouais, c'est clair. Puis t'es parti sur un beau bébé quand même. Le bouquin, il pèse combien? Il fait un peu plus d'un kilo, non? Ouais, il fait 1 kg 200, 1 kg 300, un truc comme ça. Ouais, bah, t'es parti sur un truc effectivement où chaque carton commence à peser et t'as ta salle de sport à la domicile, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ceux qui veulent faire des squats, pas de souci, on met une barre et on peut charger, hein. On a encore des cartons, quoi. J'aimerais bien revenir sur ce que tu disais sur le choix des photos en noir et blanc, parce que dans le livre, il y a une photo, enfin du coup, il y en a deux. Euh, Il y a la photo du chef de corps, qui n'est pas en noir et blanc, qui a été fait par le photographe régimentaire de l'époque, d'ailleurs. Et c'est la seule photo que... Non, techniquement, il y a 3 photos que je n'ai pas fait dans le livre. Bah, celle-là. Et puis, il y a 2 photos de 1947 et 1945. Donc, techniquement, j'aurais pas pu les faire. Et... Mais il y a la photo du première classe François Chauvin qui, elle, est en couleur. C'est la seule photo que j'ai réalisée dans le livre qui est en couleur, finalement, et qui est tout au début. Et... Et justement, je voulais marquer cette photo-là. Je l'ai faite pour la marquer en temporalité. Parce que finalement,
François Chauvin, il a été parrain de la 6e compagnie à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qu'on a rencontré à ce moment-là. Et des François Chauvin, il n'y en aura qu'un. Finalement, c'est un sacré personnage. J'ai mis une petite biographie, je l'ai faite avec lui. J'ai mis une petite biographie de lui. C'est quelqu'un qui a eu 2 croix de guerre de 39-45, quoi, par exemple. Il est chevalier de la Légion d'honneur. Il a eu une vie assez exceptionnelle. Donc, je vous laisserai découvrir cette petite biographie dans le livre. Mais je voulais marquer finalement cette photo-là, je voulais la marquer en temporalité. Et j'ai fait exprès de mettre cette... Enfin, je tenais absolument à parler de lui parce que c'est quelqu'un que moi j'appréciais beaucoup, qui est décédé en 2019. Non, qu'est-ce que je raconte? La dernière année du Covid, c'était quand? J'ai oublié déjà. Ouais, il est décédé en 2021. Et à 94 ans. Et c'était... quand on allait chez lui, il avait sa tireuse à bière, par exemple. C'était le marsouin, quoi. Hein. Ah, tu prendras bien une bière. Mais je suis à moto, je conduis. Ouais, tu vas quand même boire une bière. Ah, bon, d'accord. Bon, à consommer avec modération. Bref. Et voilà, et donc je voulais aussi parler de lui. Et dire que justement... son parcours, on le retrouve aussi dans le parcours des jeunes. Parce que même lui, il retrouvait des choses, un petit peu des ambiances de quand lui il servait. Même si c'était pas du tout le même contexte. Hein, la Deuxième Guerre mondiale et l'Indochine juste après, ils n'étaient pas en vacances, hein, les gars. Clairement pas. Mais il retrouvait un peu cette ambiance, il retrouvait cet esprit de camaraderie entre eux. Il retrouvait quand même des choses. Et je trouve que le fait de l'avoir mis en couleur, ça fait un petit peu... Ça met en relief le fait que tout le reste soit en noir et blanc, je trouve. Dans ce sens-là. Ouais, c'est vachement intéressant, c'est clair. Puis ça vient renforcer le côté un peu historique aussi du projet, quoi. Le fait que tout ce qu'on documente en tant que photographe, et là j'inclus tous nos camarades photographes, peu importe leur spécialité, hein, même les gens qui font du mariage, du corpo, des choses comme ça, on est là pour documenter le monde à un moment T, et tout ça vient ensuite alimenter les archives, et aujourd'hui on est super heureux de voir des photos des années 20, des années 30, pour voir à quoi ça ressemblait la société dans les années 20, dans les années 30, et ça a une importance, mine de rien, ce qu'on fait, pour les générations futures, et ça nous survivra... effectivement, jusqu'à que la BNF crame ou autre chose, quoi. Mais d'ailleurs, parlons un petit peu de ton activité de photographe de studio, parce que je trouve que c'est... Est-ce que le fait d'avoir fait ce bouquin t'a apporté... En quoi ça t'a apporté des choses dans ta pratique de la photo et peut-être commercialement parlant quand tu fais de la prestation studio, est-ce que tu te sers de cette expérience d'une quelconque façon? Est-ce que tu as pu signer des prestats suite à ça parce que tu as fait ce livre? Tu vois, est-ce qu'il y a des externalités différentes de ce genre? Alors c'est arrivé, ça m'a ouvert un petit peu de la visibilité auprès de militaires qui voulaient des portraits pour marquer l'exemple typique. C'est un caporal-chef qui allait passer sergent, et avant de passer sergent, il voulait se faire photographier en tenue de caporal-chef pour marquer finalement ce passage au grade supérieur. Parce que ça faisait un certain temps qu'il avait ce grade-là. Et c'est une étape importante finalement dans la carrière d'un militaire d'actif. On va y rester caporal-chef, qu'on évolue sous-officier, hein, indépendamment de ce truc-là. Mais sinon, non, comme je t'ai dit, après le livre, j'ai fait une pause. J'ai tout interrompu pendant 2 ans. Donc, à part cette expérience-là, je peux pas dire que ça m'a apporté des contrats ou des choses. En revanche, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment de la connaissance sur, finalement, sur fabriquer un livre, sur les aspects légaux de la chose, comment communiquer dessus, différentes techniques pour mettre en valeur les choses, travailler le storytelling, retravailler l'editing,
Parce que là, l'editing, on le fait sur le livre, mais quand on est photographe, on le fait, peu importe, hein, que ce soit du corpo, que ce soit un reportage pour la presse, que ce soit un reportage pour n'importe qui, une entreprise, ou même que ça soit juste des photos, un projet perso qu'on mène à bien pour peut-être un jour avoir une exposition avec. Bah, finalement, le point commun, ça reste l'editing. Quelles photos on va montrer, comment on va les montrer, l'ordre, quel ordre on va mettre. Parce qu'il y a des photos, elles vont bien aller ensemble, il y a des photos ensemble, elles n'iront pas du tout. Euh, Quelle histoire on veut raconter, c'est toujours la même chose. Donc pour l'editing, ça m'a beaucoup apporté. Pour les portraits, j'ai eu des mentions sur les Mono Award là, et Annual Photography Award pour la partie portrait et reportage, donc ce qui est plutôt cool aussi, quoi. Mais non, après, c'était pas. J'ai pas vu de retombées finalement par exemple, en termes de notoriété sur mon activité de studio, bah, du fait que je l'ai interrompu pendant cette période-là au final. Donc là, on verra si ça. Là, je la relance, donc on verra si ça va fonctionner, là. On va faire les choses pour que ça fonctionne, mais on verra à ce moment-là si les gens m'en reparlent, s'il y a des gens qui ont lu le livre et puis qui se disent bah tiens, je suis venu parce que je connaissais le travail que tu as fait sur le livre et que j'aimais bien les portraits qui sont dedans. Parce que finalement, les portraits que je fais en studio, je ne m'y prends pas de la même manière, c'est pas le même process évidemment, mais les portraits qu'il y a dans le livre et les portraits que je fais en studio, ça reste sur comment je m'y prends, ça reste à peu près la même chose. Enfin, à peu près, quand je dis à peu près, c'est vraiment à peu près, hein, parce que là, c'était presque du photomaton, parce que j'avais pas le temps. Donc, je les ai photographiés, j'ai passé 3 minutes avec eux à chaque fois, parce qu'ils avaient des contraintes d'emploi du temps, donc je pouvais pas passer plus de temps avec eux. Alors qu'en studio, je passe 2 heures avec la personne, donc on n'a pas. C'est à peu près la même chose, mais là, c'était en condensé, quoi. Ouais, c'est plus le rendu final en fait qui est similaire et qui fait que ça crée un style, ça crée une patte, qui crée une singularité, qui fait que c'est toi et pas un autre photographe qui fait ce genre d'image, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Bah, ce qui est d'ailleurs un super conseil pour les gens qui nous écoutent et qui cherchent à se différencier ou tout simplement à trouver plus de clients, ou à pas se faire remplacer par une IA ou par un concurrent moins cher, c'est le fait d'être vraiment singulier, quoi. T'as des noms comme ça de photographes, tu sais que c'est eux et personne d'autre. Tu prends le studio Harcourt, en photo studio, tu sais que l'éclairage à la Harcourt, c'est l'éclairage à la Harcourt. T'as beau essayer de faire une petite version Wish, ça marchera pas, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est le principe. Enfin, j'ai relancé mon activité, c'est exactement ce à quoi je pensais. Donc, c'est drôle que tu en parles. Parce que finalement, c'est ce que je dis aux gens qui m'entourent et qui me parlent un petit peu enfin, qui me posent des questions sur ce que je fais, enfin, mes proches. Et en fait, je leur dis, mais c'est exactement ça. Quand vous allez chez Harcourt, vous allez chez Harcourt. Vous n'allez pas chez le photographe, vous n'allez pas chez un photomaton. Si vous voulez un photomaton, vous allez dans un photomaton. Là, si vous savez pourquoi vous allez chez Harcourt, vous allez chez Harcourt pour l'image qu'il y a, pour le fait d'être photographié comme une star, d'être photographié avec cette lumière particulière. Vous n'allez pas chez Harcourt parce que vous êtes levé un matin, vous avez vu de la lumière. En fait, on sait pourquoi on y va. Et en fait, finalement, s'il y a un conseil à donner à un jeune photographe, c'est ça, c'est pourquoi on viendrait te voir toi plutôt qu'un autre. Finalement, qu'est-ce qui fait que tu es singulier? Qu'est-ce qui te différencie? Est-ce que juste faire des photographies, finalement, comme tout le monde, ça va te différencier? Je pense pas. Faut pas forcément te faire des photographies de manière différente, mais en fait, rien que dans l'approche déjà qu'on va avoir, déjà, ça va te différencier. C'est enfin, tu vois l'idée, quoi. On fait pas tous la même façon, on fait pas tous les mêmes photos, et de toute façon, même si on mettait 15 photographes dans la même pièce pour photographier la même personne, on aurait 15 photos différentes. Alors que le setup pour éclairer, c'est le même. Mais il y aurait 15 photos différentes, quoi.
Et c'est ça qu'il faut chercher. Et il faut le chercher, mais en même temps, il faut pas le chercher. Faut pas se prendre la tête là-dessus. Il faut juste faire, quoi. Puis ça viendra tout seul. Enfin, si avec du travail, ça vient, quoi. Faut analyser ce qu'on fait, ceci dit. Mais il faut pas. Pas hier, cette semaine, on m'a dit. C'est vrai que moi, j'ai tendance, pour relancer mon activité, j'ai tendance à faire un petit peu de la procrastination active. C'est-à-dire que, tu vois, je réfléchis beaucoup, j'écris beaucoup, j'ai plein d'idées, je fais ça. Mais au final, ouais, ok, j'ai plein d'idées, mais ouais, on va peut-être en faire quand même des idées. Il faut peut-être faire un petit peu, quoi. Et finalement, pour trouver son unicité, finalement, son style, il faut faire. Et puis, il faut analyser, mais il faut faire. Et à un moment donné, ça va se dégager naturellement avec l'analyse et en faisant. Mais il faut pas juste te dire, tiens, il faut que je trouve un style. Non, ça marche pas, quoi. Tu te dis, faut que je trouve un style. Ouais, tu vas réfléchir et au final, tu vas passer à côté de toi. C'est marrant parce qu'il y a William Keo, je sais pas si tu le connais, ce photographe qui est chez Magnum, qui passait dans le podcast là, il y a pas longtemps et qui disait que on parlait d'editing justement dans l'interview et il disait que lui tous les ans il se pose devant toute sa production depuis le début et en fait il s'est rendu compte que en faisant cet exercice de regarder tout ce qu'il avait fait précédemment et de se poser des questions en termes d'editing comme s'il devait faire un bouquin ou un truc dans le genre, un projet assez ambitieux, bah, il apprend sur lui-même, il apprend sur sa façon de photographier et il développe son style comme ça en fait. Il se rend compte que bah, il a plus tendance à faire des photos de tel type de personnes, dans telles conditions, tel type de cadrage, etc. Et c'est ça en fait qui définit. Donc tu as raison, c'est le fait de faire, ce qui est d'ailleurs l'élément manquant de beaucoup de photographes, hein, la partie faire, il y a beaucoup de gens qui font cette procrastination de rien faire et d'attendre que ça tombe ou de se faire des nœuds au cerveau avant de commencer à faire des trucs. Et typiquement, un bouquin pour venir dessus, c'est parfait, je trouve, comme exercice parce que d'ailleurs, moi je donne à mes élèves ou aux gens que je coach, en gros, je leur dis planifiez votre année ou structurez vos idées, vos projets comme si vous deviez faire un bouquin à la fin. Parce que même si vous ne le faites pas, le bouquin, tout le process dans lequel vous devez passer pour y arriver, faire l'editing, réfléchir à qui va acheter le bouquin, euh, quel process vous allez mettre en place dedans pour le papier, etc. Ça va vous structurer et vous donner un objectif et vous allez vous forcer à faire, quoi. Tu vois, comme quand tu dois écrire un livre, pas photo, mais un livre texte, à un moment donné, il faut écrire ton putain de manuscrit, quoi. Tu peux pas sauter à la case relecture et publication directe. Il faut que tu écrives tous les jours avec une régularité. Et ça te structure, ça te discipline, ça t'apprend sur toi-même. Ouais, c'est exactement ça. Si t'attends, il se passe rien, hein, de toute façon, hein. Donc ouais, faire un bouquin, ouais, c'est l'exemple typique, quoi. Il faut faire des images que le livre, il se fait pas tout seul. Et il faut penser le livre, toutes les étapes, il faut y réfléchir. Et effectivement, ça donne une structure sur l'année. Ça donne. Je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Et même sur ce que William dit, hein, finalement. C'est intéressant de se poser et puis de regarder. Et ouais, c'est comme ça, finalement, hein, qu'on apprend et qu'on est capable de se dire c'est ça, en fait, mon style. Au final, ma façon de faire, elle ressemble à ça. Et en faisant comme ça, je ressemble pas aux voisins. Parce que l'idée, c'est pas se copier, sinon c'est pas marrant, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant de voir à quel point on commence à prendre l'habitude assez facilement dans ce métier à regarder ce que font les autres, à lire des livres photos justement d'autres gens pour regarder un peu comment ils ont cadré, pour s'inspirer, pour s'améliorer aussi, pour nourrir son regard. Mais on n'a pas forcément l'automatisme de le faire sur son propre boulot. Je sais pas si c'est par pudeur ou par ego mal placé ou je sais pas trop quoi, mais c'est vrai que c'est marrant de voir qu'on le fait pas naturellement. Et le fait d'avoir un livre te force à le faire parce que tu peux passer tellement de temps sur tes images et tu vas le redécouvrir quelques années plus tard avec plaisir ou pas en fonction des expériences. Mais c'est assez cool, ouais. Euh, Écoute, merci pour cet échange vraiment intéressant. Je pense que ça va donner pas mal d'idées et pas mal de motivation aux gens qui nous écoutent. Et c'est vrai que c'est un truc qui pêche un peu aussi la motivation. D'ailleurs, peut-être une dernière question, tu me dis si c'est trop personnel ou pas, mais il y a une question que je suis obligé de te poser tu dis que tu as fait une pause pendant 2 ans comme ça. J'imagine que il y a peut-être des éléments dans ta vie perso aussi qui ont conduit à cette décision.
Le fait de revenir, de te replonger dans l'univers de la photo et de pas claquer la porte à cet univers. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous partager peut-être ça? Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui soit sont au début de cette étape-là de se dire putain, c'est peut-être pas fait pour moi, j'ai pas de résultat, ou parce que d'autres trucs qui font que peut-être que je vais trouver un autre boulot. Qu'est-ce qui fait que tu reviens à la photo? Alors, en fait, moi, il y a 2 ans, je vais raconter un petit peu l'histoire complète, parce que sinon il va manquer des éléments. Je vais raconter ça brièvement. Il y a 2 ans, je me suis séparé de ma compagne, avec laquelle je suis resté 12 ans. Euh, mais en même temps, tous mes projets d'exposition, en fait, ils sont tous tombés à l'eau avec le Covid, avec tous ces trucs-là. Ça n'a pas redécollé. L'activité s'est cassé la gueule. Les économies, ça neigeait comme neige au soleil. Donc là, tu te dis, ok, on va arrêter. On va faire autre chose. Là, on a besoin de se poser, tu vois, et d'arrêter de partir dans tous les sens, de faire tout un tas de trucs qui ne mènent à rien. Et donc, ouais, j'ai décidé de travailler avec des enfants. Donc, je travaille maintenant, en ce moment, je travaille dans un collège. Je le fais encore, parce que bon, faut le temps de relancer l'activité, quoi. Et donc, je suis surveillant dans un collège, donc je suis beaucoup avec les enfants. Et le fait d'avoir fait ça, ça m'a libéré, finalement, l'esprit. J'ai déménagé, je suis reparti dans un environnement qui est calme. Je suis au milieu de la forêt varoise, donc là, littéralement, je sors de chez moi. Bon, je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'il fait gris, il fait un peu froid. Mais littéralement, je sors de chez moi, je fais 100 mètres, je suis dans les bois. Avant, j'étais à un centre-ville de Nice. Si je voulais aller dans les bois, fallait que je prenne la moto et puis que je parte, quoi. Mais là, c'est bon, je mets mes baskets, j'y suis, quoi. Et de retrouver un peu de sérénité, un peu de calme. Et de me poser finalement les bonnes questions et de repartir sur pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça. Qu'est-ce qui au début a fait que j'ai pris un appareil photo et que j'ai fait des photos finalement. Et se poser la question, parce que des fois ça arrive, hein, sur notre parcours, ça arrive qu'on se dise ouais, il n'y a plus de sens, je sais plus du tout pourquoi je fais ça. Et le fait d'avoir fait cette pause-là, ça m'a permis de me recentrer là-dessus et de retrouver finalement pourquoi je fais de l'image et pourquoi je fais de l'image. Bon, alors, c'est comme je l'ai dit, c'est tout simple, hein. C'est juste j'ai ce besoin de raconter des histoires. Et là maintenant, un autre état d'esprit, c'est-à-dire que sur toute ma partie de travaux personnels, en fait, je le fais vraiment pour moi. Je le fais plus du tout dans l'optique de faire, tiens, je vais faire des expositions, je vais faire ceci, machin. J'ai plus cette attente-là. Juste, je fais. Si j'ai des expositions, tant mieux, c'est hyper cool. Alors, attention, ce que je dis, c'est que je ne vais... Enfin, ce que je ne dis pas, plutôt, c'est que je vais attendre dans mon coin qu'on vienne me proposer une exposition. Mais en fait, je le fais avant tout, je le fais pour moi, et puis tant pis si ça fonctionne pas. Parce que déjà, je le fais vraiment pour moi. Si je le fais, c'est que j'en ai besoin, et je suis déjà content de l'avoir fait. Là, en ce moment, je travaille sur un projet qui mène une sculpture, qui mène une sculpture, qui mêle aussi du film et de la photographie. Et je le fais déjà pour moi. Une fois que j'aurai terminé, je serai content de l'avoir fait. Je le ferai avec la même exigence que j'ai fait mon bouquin. J'aurais raconté une histoire, j'aurais raconté quelque chose. Moi, je serai content et en fait, c'est tout. Ça ira pas plus loin. J'essaierai de faire des expos avec ça, de montrer ça à des galeries. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis, c'est pas grave. En fait, c'est vraiment se retrouver. C'est vraiment retrouver pourquoi on fait l'image. Et ça, c'est. Enfin, que de l'image ou peu importe, hein, finalement, hein, même n'importe quel métier, hein, pourquoi on fait ça. C'est. Bon, après, moi, j'avais quand même le luxe de me poser la question, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance de se dire, de se poser et se dire attends, pourquoi je suis en train de faire ça? Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que ça me rend heureux de faire ça?
Et en fait, c'est pour ça que je me suis interrompu pendant 2 ans. J'avais besoin de retrouver un petit peu ce truc-là. Ce qui fait que là, je suis beaucoup plus serein sur ma pratique, dans le sens où je la pratique avant. Je fais cette pratique artistique avant tout pour moi. Et tant mieux si ça parle aux gens, parce que c'est aussi le but. Mais c'est un bonus, au final. Je suis content, donc, juste parce que, ok, j'ai raconté une histoire, je suis déjà content de ça. Puis si ça parle aux gens, tant mieux. Et, et ça, j'essaye de le retranscrire aussi dans ma pratique du studio, parce que dans ma pratique du studio, c'est de raconter les gens, parce que je ne vais pas passer 2 heures avec les gens si je ne vais pas les raconter, ça n'a pas de sens. Parce que le portrait, je suis capable de le faire en 3 minutes. Je pourrais très bien le faire en 3 minutes. Mais en le faisant en 3 minutes, on ne rencontre pas les gens finalement. Et on ne peut pas révéler la personne qui est face à... Tu peux pas révéler la personne qui est face à toi si tu discutes pas avec, si tu veux pas la connaître, si elle t'intéresse pas. Donc il faut s'intéresser aux gens, ouais. Et ça répond finalement à pourquoi je fais de la photographie. Et donc ouais, cette pause-là, elle était nécessaire. Et il faut pas avoir peur de temps en temps de se dire ok, je fais une pause. Et je réfléchis à ce que je veux finalement. Parce que peut-être que ce que je voulais, ça aurait pas été ça. Peut-être que ok, je fais de la photographie et ce dont j'ai envie, c'est pas ça au final. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de faire ce métier-là parce que là j'ai beaucoup de cas au collège qu'il y a beaucoup de, c'est surtout des jeunes filles, c'est assez drôle, qui viennent et qui me demandent, parce qu'ils savent que je suis photographe, que j'ai fait un livre et que je suis photographe, et qui viennent me poser la question pour avoir des stages avec des photographes. Donc moi je peux pas les prendre parce que la moitié du temps je suis au collège, donc leur stage ça va être bizarre quoi. Mais en fait, ce qu'ils s'imaginent, c'est qu'un photographe il passe son temps à photographier, alors que en fait c'est 20% de son temps. Le reste du temps, il entreprend, c'est un entrepreneur, il a une boîte à faire tourner au final. Donc ça, c'est quelque chose... si tu aimes faire la photographie, mais que tu n'aimes pas faire l'entrepreneur, fais de la photo, mais pour toi. Au final. Parce que sinon, la boîte, elle ne tournera pas. Ouais, c'est super ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce métier sans vraiment comprendre au fond pourquoi ils veulent faire ce métier, et qui tombent des nues quand vient le moment de payer la CFE ou toutes ces conneries. T'as raison, c'est un taf, c'est être entrepreneur, c'est être commerçant aussi, hein, surtout dans le métier de photographe de studio où tu es là pour répondre aussi à un travail de commande de quelqu'un d'un client, quoi, comme si tu vendais des fruits et des légumes, quoi. Tu peux pas faire les choses que pour toi à un certain niveau, parce que bien sûr que c'est cool de se faire plaisir et de faire des choses qu'on aime bien, mais dans le cadre où il y a une transaction financière, le mec te paye pour faire quelque chose. C'est un peu comme quand tu vas dans un resto gastronomique. Si tu payes 200 ou 300 balles pour bouffer, tu vas pas dans le but que le chef se fasse plaisir en faisant un plat. Le mec, il attend une expérience qui lui dise putain, c'était donné de filer 300 balles pour avoir un petit bout de quelque chose dans mon assiette. Et après, si le chef se fait plaisir, et je pense que le parallèle est pas mal avec ce que tu viens de dire, parce que les photographes, c'est un peu pareil. Les meilleurs photographes, ceux qui gazent le plus, c'est pas forcément que les meilleurs commerciaux ou que les meilleurs entrepreneurs. C'est aussi les meilleurs artistes et des gens qui, au niveau dev perso, ont réussi à s'élever et comprendre pourquoi ils font les choses. Et ils sont OK avec beaucoup de choses, ils se connaissent mieux, ils savent pourquoi ils font les choses, ils développent du coup naturellement un style et une expérience incroyable pour les clients. Donc tout ça, c'est corrélé, mais tu peux pas avoir l'un sans l'autre, ça c'est clair. Non, c'est ça. Et puis ces gens-là, ils savent dire non aussi. Puisqu'ils savent pourquoi ils font ça, ils savent pourquoi ils ne le font pas aussi. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, pour parler de la restructuration finalement de mon entreprise, alors il y a tous les gens qui connaissent pas le milieu qui te disent ouais, pourquoi tu fais pas le mariage? Parce que ça m'embête. Et puis que je sais pas en faire. Je vais pas venir pour faire un mariage alors que il y a tout un process différent. Moi,
je suis en studio, je sais faire mon process, je sais faire mon truc. En mariage, tu me demandes d'éditer des albums, machin, je suis perdu. Il va falloir que ça va me prendre des mois, quoi. Pour faire tout ça, il y a trop de photos à traiter, il y a trop de trucs. Enfin, c'est une spécialité à part, tu vois. Et en fait, c'est lié. Moi, il y a un truc sur lequel je suis convaincu, c'est que autant on est photographe, on est tous photographes, autant on n'a pas tous la même spécialité, on n'a pas tous les mêmes compétences. Et autant faire du reportage, bah, je sais le faire. J'ai fait un livre de reportage, donc je pense que j'arrive à le faire. Et faire du studio, je sais le faire. Autant faire un mariage, photographier le mariage, c'est pas le souci. C'est tout le reste, en fait. Tout le reste, bah, je sais pas le faire. Alors il faut apprendre à le faire. Mais ça correspond pas à pourquoi j'ai envie de faire de l'image, en fait. Ça correspond pas. Je préfère passer 80% de mon temps à chercher des clients et rendre les clients contents en studio plutôt que faire ça pour des mariages. Et je pense que là où je veux en venir, c'est que on est tous photographes, on est tous capables de faire tout le monde est capable de faire des photographies de mariage. Parce que moi, enfin, toi, moi, on est capable d'y aller et puis de photographier le mariage. Mais de le faire d'une manière professionnelle, on sera capable de le faire puisque on travaille d'une manière professionnelle. Mais il y a des gens qui le feront beaucoup mieux parce que c'est leur spécialité. Et pour eux, ça sera beaucoup plus facile, ça sera beaucoup plus fluide. Le client, il sera beaucoup plus content. C'est l'image que tu dis sur... tu vas dans un gastro. Si tu vas dans un gastro et qu'il te sert un McDo, tu te dis, c'est bizarre. Pourtant, il t'a servi à manger quand même, tu vois. Mais il t'a servi un McDo. Tu te dis, j'ai payé 300 balles à McDo, c'est une blague, quoi. Alors que tu vas dans un autre resto, peut-être plus simple, tu vas passer un bon moment, mais tu n'auras pas la même chose, tu n'auras pas la même expérience, mais tu auras quand même passé un bon moment. Mais tu sais pourquoi tu es allé là. Enfin, c'est différent. Et donc, je pense que se spécialiser, c'est une bonne chose. C'est bien. Et il faut savoir, une fois que tu sais pourquoi tu fais les choses, par exemple, moi, j'ai pas de honte à dire à quelqu'un, non, je fais pas de mariage. Par contre, lui, il le fait et il le fait très bien. Moi, je fais du studio ou je fais du reportage. Ça, je le fais bien. Le mariage, non, c'est pas mon truc. Ah, c'est clair. Savoir ce que tu fais et pourquoi, c'est important parce que ça permet aussi de dire oui à certaines personnes et certains projets, mais aussi de dire non parce que tu sais que tu vas te perdre là-dedans ou que ça va pas correspondre. Et l'idée, c'est que finalement, on peut faire la distinction entre l'entrepreneuriat et la photographie d'art, mais au final, c'est exactement la même chose sur cette partie-là. C'est que le but, c'est quand même que les gens soient contents, même s'ils regardent tes photographies d'art ou qu'ils regardent ou qu'ils aient payé une prestation de photographe. Le but, c'est que les gens soient contents. Donc, si en photographie d'art, s'ils sont pas contents, bah, ils vont voir quelqu'un d'autre, tu vois. C'est pas tant le problème. Mais si tu as un client qui vient te voir et puis que ce que tu fais correspond pas du tout à ce qu'il veut, bah, faut savoir lui dire non et puis lui dire, écoute, lui, par contre, ça correspondra parfaitement. Et c'est en ça qu'on élève finalement le niveau aussi pour tout le monde. On n'est pas tous capables de faire... ouais, on n'a aussi pas tous envie de faire tout et n'importe quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais en tout cas, c'est génial. Merci pour ton partage parce que je pense que ça fera écho dans la tête de pas mal de gens. Écoute, je vais pas abuser de ton temps. Je te remercie d'avoir pris le temps pour parler de tout ça et du bouquin. Encore une fois, j'invite les gens à mettre la main dessus, de le feuilleter, parce que c'est un super bouquin, c'est un super boulot. J'espère que je t'en commanderai d'autres. Dès qu'on aura rendu tout cela. Et, et puis on te suit, j'imagine, sur les réseaux. T'es revenu un peu sur les réseaux sociaux pour mettre ton travail en avant ou... Ouais. Ouais. Là, j'ai refait... là, je suis en train de renvoyer des trucs... j'ai préparé et maintenant, bah voilà, ça va. Je vais envoyer, quoi, comme on dit. Je vais envoyer des choses à voir sur les réseaux sociaux. Faut que je travaille sur faire des réels. C'est un peu compliqué quand même pour moi parce que les réseaux sociaux, ça m'ennuie prodigieusement. Donc, mais bon, on se fait violence, il faut vivre avec son temps, comme on dit. Donc on repart là-dessus. C'est clair. Et ben, on encourage les gens à te suivre. Et puis, merci et à bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens.
Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, notamment comment auto-éditer un livre, j'ai fait un cours sur ça, et j'ai préparé pour vous une boîte à outils numérique que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.